Le débat sur les origines historiques de la franc-maçonnerie a toujours occupé une place centrale dans les réflexions des chercheurs et des spécialistes, sans doute parce qu'il conditionne la juste perception que l'on peut avoir de sa nature profonde. Il faut dire en effet que les opinions divergent à ce sujet et que bien des légendes ont encore la vie dure. Dans le cadre de cette vidéo, je vais essayer de faire brièvement le point sur les principales théories des origines de l'ordre maçonnique. Dans un premier temps, il me paraît très important de distinguer le mythe de la réalité historique pour montrer que la franc-maçonnerie, société initiatique, ésotérique et traditionnelle, a toujours prétendu s'inscrire symboliquement dans une filiation fabuleuse. Puis, dans un deuxième temps, je vais m'attacher à résumer les grandes lignes des théories historiques, fondées en tout ou en partie sur des faits ou des événements, et sur l'étude des archives les plus anciennes. On verra que ces théories font toujours l'objet de savantes controverses et sont parfois totalement remises en cause. Adam, notre premier ancêtre créé à l'image de Dieu, le grand architecte de l'univers, dut avoir les sciences libérales, particulièrement la géométrie, inscrites dans son cœur, car depuis la chute même, nous trouvons ces principes inscrits dans le cœur de ses descendants. C'est par ces mots que débutait l'instruction de tout nouvel apprenti entré au sein des loges maçonniques du début du XVIIIe siècle. Celui-ci était en quelque sorte intégré dans une filiation extraordinaire par laquelle la méthode maçonnique aurait été conservée et transmise à travers les âges. Les constitutions d'Anderson, publiées initialement en 1723, exposent dans le détail ses origines fabuleuses selon une trame relativement simple et profondément inspirée par l'Ancien Testament. Ainsi, l'humanité depuis toujours aurait progressé dans la connaissance maçonnique sous l'inspiration de Dieu, grand architecte de l'univers, qu'il aurait inscrit dans le cœur d'Adam, le premier homme, lequel l'aurait à son tour transmise à ses descendants, les patriarches bibliques, ou encore le roi Salomon. Cette connaissance serait ensuite étoffée et perfectionnée au fil des siècles, de l'Orient à l'Occident, en passant par la Grèce et la Rome antique, notamment sous l'influence de Pythagore, Thalès ou Vitruve, pour atteindre son apogée avec la naissance du Christ, grand architecte de l'Église. La connaissance maçonnique se serait ensuite diffusée en France par Charles Martel, pour prospérer ensuite en Écosse et en Angleterre où elle aurait pris la forme qu'on lui connaît actuellement. Bien entendu, il est totalement inutile de chercher le moindre fondement scientifique à ce récit. Nous ne sommes pas ici dans l'histoire, mais dans le mythe. Ce mythe est une manière symbolique d'affirmer que la franc-maçonnerie a toujours existé, sinon dans les faits, du moins dans son principe. Pour autant, l'idée d'une filiation fabuleuse ou d'une tradition primordiale n'a pas été totalement abandonnée. Elle a même été reprise sous d'autres formes tout au long des XVIIIe et XIXe siècles par des écrivains ou des auteurs qui, tels Jean-Marie Ragon de Béthigny, Marc Bédaride ou Oswald Wirth, ont insisté avec des intensités diverses sur les mystères et les cultes antiques ignorés des constitutions d'Anderson. L'origine fabuleuse a même connu une vigueur nouvelle au XXe siècle sous l'influence de René Guénon, dont l'œuvre exerce toujours une sorte de magistère moral chez certains francs-maçons. La grande théorie historique des origines de la franc-maçonnerie est celle de la transition. Celle-ci postule que la franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est la fille de la franc-maçonnerie de métier, dite maçonnerie opérative, composée d'artisans et d'ouvriers dont l'image la plus emblématique et la plus communément répandue est celle des constructeurs de cathédrales. Selon cette théorie, la franc-maçonnerie opérative serait progressivement devenue spéculative en Écosse au XVIe et XVIIe siècle sous l'effet de l'acceptation, c'est-à-dire de l'intégration d'hommes étrangers au métier au sein des loges. Les loges auraient alors profondément changé de nature sous l'influence de ces maçons acceptés, eux-mêmes pénétrés des enseignements alchimiques, néo-platoniciens et rosicruciens. Si le phénomène de l'acceptation semble avéré, aucun document en revanche ne permet d'en attester l'ampleur et surtout la nature. S'il est probable que les loges opératives aient cherché à se placer sous la protection de notables, c'est sans doute plus pour des raisons matérielles que réellement philosophiques. Les noms de certains de ces maçons acceptés nous sont pourtant parvenus sans que l'on sache précisément ce que fut leur rôle exact. Citons par exemple l'Écossais Robert Moray ou l'Anglais Elias Ashmole, dont les initiations réelles ou supposées remonteraient respectivement à 1640 et 1646. La grande majorité des acceptés, elle, n'a pas laissé de traces notables. L'acceptation a donné lieu ensuite à de nombreuses extrapolations qu'il serait fastidieux d'énumérer ici.
Pour ne prendre qu'un seul exemple, on a ainsi pensé pouvoir expliquer l'acceptation à travers les luttes politiques de la guerre civile qui ont ensanglanté l'Angleterre de 1642 à 1651, auxquelles auraient participé plusieurs sociétés secrètes. Depuis une trentaine d'années environ, la recherche maçonnologique semble avoir abandonné la théorie de la transition au profit de la théorie dite de l'emprunt. Cette théorie de l'emprunt s'appuie sur l'idée que la franc-maçonnerie spéculative se serait en quelque sorte inspirée des textes et des usages de la franc-maçonnerie opérative, sans avoir eu pour autant de lien organique ou structurel avec cette dernière. L'étude érudite des documents de la maçonnerie opérative a ainsi permis d'établir que le terme Freemason, dont l'origine anglo-normande est une contraction de Freestone Mason, n'a aucun lien sémantique avec le terme de Free Mason ou celui de Free and Accepted Mason. Le premier désigne l'ouvrier de la pierre, ou le maçon opératif, tandis que le second désigne le franc-maçon spéculatif. La franc-maçonnerie spéculative moderne a pu trouver par ailleurs une inspiration dans ses modalités d'organisation auprès de la maçonnerie opérative écossaise, qui a connu une profonde réforme en 1598-1599, suite à l'adoption des statuts rédigés par William Shaw, surveillant général des maçons et intendant des bâtiments du roi Jacques VI d'Écosse. Ces statuts ont créé un réseau territorial de loges placées sous une juridiction géographiquement déterminée, et ils préfigurent d'une certaine manière les obédiences maçonniques telles que nous les connaissons aujourd'hui. Cependant, force est de constater que la théorie dite de l'emprunt, malgré son caractère novateur, n'a pas permis à ce jour d'expliquer rationnellement l'apparition au début du XVIIIe siècle de la franc-maçonnerie spéculative en Angleterre, pas plus qu'elle n'a établi avec certitude que cette maçonnerie spéculative se serait bel et bien inspirée de la franc-maçonnerie opérative écossaise. Bref, on le voit, les origines de la franc-maçonnerie spéculative sont encore à établir, bien que de nombreuses avancées aient eu lieu. Le voile d'Isis, qui couvre les mystères de ses origines, n'est pas encore prêt d'être levé.